Alors, je vais introduire brièvement cette table ronde, même si tu l'as déjà fait en partie, en posant une définition rapide du bien commun. Le bien commun, c'est le bien de la communauté politique. Pour nous, la nation. Pour les Maurrassiens, la politique ne peut exister qu'à l'échelle de la nation. Je crois qu'on a un petit problème de micro. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Donc le bien de la communauté politique, de la communauté nationale, en tant que tel, c'est-à-dire un bien indivisible. Alors indivisible comme la République, tu as rappelé en effet la proximité sémantique du terme bien commun et du terme république, la chose publique. On y reviendra. C'est également un bien irréductible à la somme des intérêts particuliers et qui ne peut être atteint que collectivement. C'est donc un principe profondément anti-libéral. Non seulement parce qu'il postule l'existence d'un au-delà des intérêts particuliers, mais aussi, alors c'est un sujet de discussion, mais parce qu'il, d'après nous, ne peut être atteint spontanément par le corps social. Il doit donc être servi. Il lui faut un serviteur. C'est là, évidemment, que se situe l'un des arguments les plus intéressants en faveur de la monarchie. Le roi, par l'indépendance que lui procure la source de sa légitimité, la naissance, peut être ce gardien, ce serviteur né du bien commun. Il peut lui être entièrement dévoué. Il n'a pas à rendre service, plus particulièrement à un bien particulier, au bien de tel ou tel parti, qu'il s'agisse de partis politiques, qu'il s'agisse de factions idéologiques, qu'il s'agisse de classe sociale. Son bien propre, en quelque sorte, c'est justement le bien commun. Ce qui ne signifie pas que la monarchie soit à nos yeux un gouvernement idéal. Évidemment, il faut... je reviens là-dessus parce que c'est le titre qui a été donné à cette première table ronde, bien commun et gouvernement idéal. Maurras n'a jamais prétendu que la monarchie traditionnelle, héréditaire, parlementaire et décentralisée à laquelle il aspirait fut un gouvernement idéal, mais le meilleur gouvernement possible dans les conditions du présent et en ce qui concerne la communauté nationale française. Alors je vais poser à mes deux invités la même question. Alors mes deux invités, je ne vais pas me les présenter puisqu'ils n'ont pas été présentés. Donc j'ai à ma gauche Pierre-Yves Rougeron, qui est le président du Cercle Aristote, un cercle de réflexion qui organise des conférences très intéressantes à Paris. Il est également, tout ça est lié, le directeur des éditions Perspectives Libres et de la revue du même nom. Et à ma droite, je pense que c'est assez cohérent, Guillaume Bernard, professeur à l'ICES, essayiste, philosophe politique, on peut le dire, auteur de plusieurs ouvrages, et notamment son dernier ouvrage qui est particulièrement intéressant. Alors je me souviens du sous-titre parce que le sous-titre est plus en rapport avec la thèse, Le mouvement d'Extrogir, le titre La guerre des droites la guerre à droite aura bien lieu. Voilà, c'est ça. Donc le mouvement d'Extrogir, reprise de la théorie en l'inversant d'Albert Thibaudet sur le mouvement Sinistrogir, et qui serait, le mouvement d'Extrogir, lui, serait donc la caractéristique de l'évolution politique contemporaine. Voilà. Alors il ne va pas parler de ça maintenant, mais c'est vraiment un sujet très intéressant. Alors donc, la question que je leur pose à tous deux est très simple, et elle découle de la brève introduction que je viens de faire. Pensez-vous qu'une forme institutionnelle puisse mieux qu'une autre servir le bien commun? Alors on va d'abord donner la parole à Guillaume Bernard.
Merci, merci infiniment de cette invitation. Je suis toujours très heureux d'y répondre favorablement et d'être présent parmi vous. Et de l'intérêt intellectuel et naturellement un certain nombre de sympathie. Alors, c'est une question qui naturellement est à la fois importante et bien sûr pas simple. Je crois que pour y répondre d'une manière, je dirais, efficace, enfin claire, il faut évidemment repartir de la question de la définition du bien commun. Et si naturellement je converge bien évidemment avec la définition qui a été donnée, je pense qu'on peut aussi, je dirais, proposer une manière d'aborder la chose qui consisterait à dire que le bien commun, contrairement à ce que pensent les modernes, et je crois qu'on va essayer, enfin je vais essayer de montrer en quelques minutes, avant d'arriver justement à la conséquence sur le régime politique, le bien commun, c'est à la fois le bien de ceux qui constituent la société, le bien des partis, et aussi le bien du tout. C'est-à-dire que ça n'est pas, effectivement, oui, il y a des hachures de son. Ce n'est pas que le bien du tout, ça n'est pas naturellement que le bien des partis, c'est la communauté du bien, c'est-à-dire le bien et des partis qui composent la société, et le bien de la société elle-même. J'insiste sur le fait que cette manière d'appréhender le bien commun, eh bien, est typique et enracinée dans une position politique et philosophique que l'on pourrait simplifier, qualifier de classique. Et que les modernes, qu'ils soient socialistes ou qu'ils soient libéraux, pour dire les choses là aussi de manière un peu simplificatrice et rapide, mais moi ça parle à tout le monde, les modernes, qu'ils soient libéraux ou socialistes, ont une approche, je dirais, de l'intérêt général beaucoup plus que du bien commun. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la vraie césure intellectuelle, me semble-t-il, quant à la conception du bien commun, découle, je dirais, de tout simplement la définition que l'on a de la société. Est-ce que l'on pense, comme les classiques, que la société eh bien, est un organisme social qui est inscrit dans un ordre cosmologique des choses qui ne dépend pas des hommes? C'est évidemment la formule d'Aristote, l'homme est un animal sociable. Autrement dit, il existe un ordre cosmologique. Les corps sociaux sont inscrits dans cet ordre cosmologique et la volonté des personnes consiste dans le fond à s'inscrire dans des institutions, dans des corps sociaux qui préexistent et non pas à les créer. Eh bien évidemment, ça c'est la conception classique. Et par conséquent, on comprend bien que pour les classiques, la société étant conçue comme un organisme vivant, eh bien, il y a indéfectiblement, je dirais, l'existence du tout et l'existence des membres qui sont liés. Il faut à la fois qu'il y ait, je dirais, une complémentarité et une nécessité des différents membres de la société pour que le corps social puisse exister. Le bien commun, c'est à la fois le bien du tout de la société et le bien des membres qui la constituent. Et les deux biens sont indéfectibles. Je vous donnerai, si vous le voulez bien, un exemple. Dans la conception classique de la justice, je ne rentre pas dans l'idée de la justice distributive, mais tout simplement dans cet élément qui est, je dirais, la justice, je dirais presque la plus simple ou la plus basique, qui est l'idée de la justice pénale. Eh bien, dans la justice pénale telle que le conçoivent les classiques, il y a cette rétribution de l'acte qui a pour but à la fois de réparer le dommage subi par la victime et en même temps de restaurer l'ordre établi qui a été, l'ordre harmonieux qui a été brisé par l'infraction qui a été commise. C'est de concert qu'il y a à la fois la réparation de la victime, le bien de la partie, et la restauration de l'ordre des choses qui a été brisé par l'infraction commise, la restauration donc de l'ordre public, le bien du tout. Vous savez bien qu'évidemment aujourd'hui le procès pénal a pour but eh bien, de réparer l'atteinte au contrat social, de favoriser la détermination d'une peine dans le but eh bien, de favoriser la resocialisation hypothétique du délinquant, et que ce n'est qu'à l'occasion d'une audience civile qui suit l'audience pénale que l'on envisage eh bien, la réparation de la victime. Donc il y a effectivement une distorsion, une dichotomie
entre le bien de la partie et le bien du tout. La conception classique, par l'organicisme social, eh bien, lie intimement les deux. Ce qui, évidemment, est la raison de la rupture, je dirais, de cette conception du bien commun. Rassurez-vous, je vais en venir au régime politique, mais c'est directement la conséquence. Ce qui, eh bien, est directement, je dirais, la cause, je dirais, de cette rupture de la conception du bien commun, eh bien, c'est tout simplement le fait qu'à un certain moment donné, notamment sous l'influence du nominalisme, sous l'influence de la seconde scolastique espagnole, que je déteste, etc., c'est une critique gratuite, eh bien, on se met à concevoir l'ordre social comme étant le résultat d'un contrat social. Tous les hommes disposent des mêmes droits intrinsèques à leur humanité. Ils ont donc la possibilité de mettre en commun un certain nombre de choses dont ils disposent de manière identique. Et pour échapper à l'état de guerre généralisé ou à l'état de guerre partiel de l'état de nature, ils décident de constituer la puissance publique, l'ordre social. Autrement dit, si vous abandonnez la totalité de vos droits parce que vous pensez que l'état de nature est un état de guerre généralisé, Hobbes ou Rousseau, eh bien vous allez avoir évidemment une puissance publique extrêmement forte. Si vous considérez à l'inverse que eh bien, l'état de nature est un état de paix fragile, et donc c'est en raison de cette fragilité qu'il faut quand même créer une puissance publique, mais sans que celle-ci soit eh bien, omnipotente, eh bien, vous n'abandonnerez qu'une partie de vos droits naturels pour créer la société. Et donc c'est la version libérale. Le résultat, c'est que tout de même, que vous soyez socialiste ou libéral, vous concevez le tout comme étant la somme des parties. Naturellement, pour les socialistes, puisqu'il y a eu un abandon total des droits, eh bien, il va y avoir une primauté du tout qui est même susceptible d'écraser les partis. Pensez évidemment au contrat social rousseauiste, la minorité eh bien, se trompe sur ses propres intérêts, ne comprend pas la volonté générale, et donc elle peut être, si elle remet en cause l'existence même du contrat social, éradiquée du contrat social. Ce sont les brigands vendéens. Et puis, par exemple, et puis évidemment, si en revanche vous pensez que eh bien, l'état de nature était un état de paix fragile, vous n'avez fait qu'un abandon partiel de vos droits, et par conséquent, eh bien, le tout, c'est aussi la somme des parties. Mais ça n'empêche qu'évidemment, il n'y a de tout que parce que les partis se sont réunis pour faire le contrat social, et donc les partis vont avoir une priorité sur le tout. Dans les deux cas, que vous soyez socialiste ou libéral, c'est une différence essentiellement de degré et non pas une différence de nature, je dirais, dans leur conception. Et évidemment, ça signifie qu'il n'y a pas de bien commun. Il ne peut y avoir qu'un intérêt des partis ou qu'un intérêt général, mais il n'y aura en aucune manière un bien qui soit commun et au tout, à la société, à cet organisme vivant qu'est la société, et aux partis, aux membres de cette société, qui font évidemment vivre cette société, et que cette société doit en même temps protéger. Et bien donc, la conséquence, me semble-t-il, eh bien, c'est que, quant au régime politique, la question, la souveraineté, eh bien, quel est son but? Quelle est la finalité de l'exercice d'un pouvoir souverain? Je ne ferai aucune allusion au débat politique récent. Enfin, tout de même, il n'est pas inintéressant de se demander pourquoi veut-on exercer ou récupérer la souveraineté? C'est bien joli de vouloir être souverain, encore faut-il savoir à quoi ce moyen sert-il? Est-ce que ce moyen de récupérer la souveraineté consiste à tout simplement constituer ou reconstituer un autre ordre social artificiel? Ou est-ce que l'exercice de la souveraineté que l'on envisage de récupérer consiste à restaurer un organicisme social, un ordre naturel ou un ordre cosmologique des choses? La souveraineté moyen, quelle est sa finalité? Eh bien, le régime politique, je crois que c'est la même chose. Le régime politique, c'est traditionnellement un instrument au service, effectivement, de la réalisation du bien commun. Et vous le savez bien, dans les classifications antiques des régimes politiques, pas toutes, naturellement, encore que, j'y reviendrai si vous le désirez, et si j'en ai le temps, que vous dites, si je dépasse trop le temps qui m'est imparti, il est bien évident que le régime politique, dans la conception classique, est un instrument au service de la réalisation du bien commun. Et c'est là où peut-être je diverge un tout petit peu du choix que fait l'action française, non pas in fine je ne sois point favorable au régime monarchique, mais simplement pour dire que le régime monarchique n'est qu'un des moyens possibles en théorie, hors contexte,
à la réalisation du bien commun. Vous le savez bien, chez Aristote, il y a deux critères qui permettent de classer les régimes politiques. Un critère d'ordre quantitatif, un seul, le petit nombre, le grand nombre, et puis il y a un critère qui est croisé, un second critère qui est croisé avec celui-ci, c'est celui de la finalité du pouvoir. À quoi sert la souveraineté? À quoi sert le régime politique dont on dispose? Ce régime politique, est-ce qu'il est là pour réaliser le bien commun, ou est-ce qu'il est là que pour réaliser un intérêt particulier, fût-il cet intérêt particulier l'intérêt du plus grand nombre? L'intérêt du plus grand nombre, c'est peut-être mieux que l'intérêt du petit nombre, mais ça n'est tout de même, pour un classique, qu'un intérêt particulier. Ça n'est pas l'intérêt général, ça n'est pas le bien commun. Et donc évidemment, Aristote, et en cela il est repris d'ailleurs par Cicéron, eh bien, distingue d'un côté les régimes purs, des régimes impurs. Les régimes purs, c'est ceux qui réalisent les biens communs, les régimes impurs, c'est ceux qui ne réalisent qu'un intérêt particulier. Le gouvernement d'un seul pour le bien commun, c'est la monarchie. Le gouvernement d'un seul dans un intérêt particulier, c'est la tyrannie. Le gouvernement du petit nombre pour le bien commun, c'est l'aristocratie. Le gouvernement du petit nombre dans un intérêt particulier, c'est l'oligarchie. Le gouvernement du grand nombre, eh bien, pour le bien commun, c'est la politeia. Le régime du grand nombre dans un intérêt particulier, fût-il le plus grand nombre, ça n'est qu'un intérêt particulier, c'est un régime dégénéré, c'est la démocratie. Alors, il faut quand même reconnaître, par honnêteté, que lorsque vous avez par exemple un autre grec qui vit à Rome et qui écrit sur cette classification des régimes, mais lui il est beaucoup plus influencé par Platon puisqu'il propose une présentation des régimes sous forme cyclique, n'est-ce pas, un système de dégénération des régimes, n'est-ce pas, par enclenchement, je dirais, de phénomènes sociaux. Le fameux Polybe, lui, voit dans la démocratie le régime du grand nombre pour le bien commun, et celui qu'il utilise, enfin le terme qu'il utilise pour parler du régime du grand nombre dans un intérêt particulier, en l'occurrence l'intérêt du grand nombre, c'est le régime de la foule, c'est l'ochlocratie. Mais il faut bien dire que ochlocratie, ça fait un peu prétentieux. Il y a le professeur Rouvillois, qui nous fait l'amitié d'être présent cet après-midi, lui connaît parfaitement les choses, mais évidemment, ochlocratie, ça n'est plus tout à fait, je dirais, un terme qui est, je dirais, communément utilisé. Au-delà de la polémique, vous avez bien compris la chose. En fait, ce sont les circonstances qui permettent de dire que des circonstances de lieu, des circonstances de temps, des circonstances, je dirais, de population, des circonstances d'étendue du territoire. Vous comprenez bien que vous ne réalisez pas le même type de régime politique dans un canton suisse et dans l'Empire des Tsars. Parce que les conditions d'exercice du pouvoir, évidemment, varient. En fonction des circonstances historiques, géographiques, sociologiques, eh bien, tel ou tel autre régime sera plus ou moins adapté à la réalisation du bien commun, car ce qui compte avant tout, c'est effectivement cette finalité-là. Or, je vous signale que c'est une interrogation que nous avons, nous, ici, entre nous, mais qui, évidemment, apparaît comme totalement ubuesque. Nous, c'est la finalité du pouvoir qui compte. Il est un pouvoir illégitime parce qu'il exerce le pouvoir d'une certaine manière. L'origine du pouvoir, tant mieux. Si, celui-ci l'est par origine, mais fondamentalement, ce qui fait la légitimité d'un pouvoir, c'est son exercice, c'est sa finalité, c'est ce vers quoi il tend, c'est ce qu'il réalise. Alors qu'évidemment, nous, aujourd'hui, le régime moderne repose avant tout sur un mode de désignation. Quel que soit l'exercice du pouvoir, du moment qu'il est désigné selon les procédures rationnelles et légales qui sont en place à un moment donné, ce pouvoir sera légitime indépendamment de sa finalité. Je crois qu'évidemment, eh bien, c'est ça le fond du problème que nous avons sans doute, je dirais, à essayer de faire passer dans l'opinion publique. Ce qui fait la légitimité d'un pouvoir, c'est que ce pouvoir réalise le bien commun. Alors, j'en viens quand même il me semble que j'ai en partie répondu à votre question. Dans un pays qui est étendu, dans un pays qui est très peuplé, dans un pays où, naturellement, eh bien, en plus, dans l'ancienne France, les communications sont lentes. Il est bien évident que dans l'histoire de France et dans les circonstances qui étaient les siennes, eh bien, la monarchie a incontestablement servi le bien commun. C'est je dirais,
Bon, en histoire, c'est peut-être un peu, je dirais, non scientifique de dire c'est une évidence, mais tout de même, on peut le résumer ainsi. Il va sans dire, évidemment, et c'est d'ailleurs le sentiment que l'on a lorsque l'on lit saint Thomas d'Aquin. Au XIIIe siècle, saint Thomas fait un peu, plutôt j'ai repris à mon compte, je dirais, l'articulation, la manière de concevoir les régimes politiques et de les définir plutôt d'une manière thomiste. Et saint Thomas défend cette position que ce qui compte, c'est la finalité du pouvoir, mais on sent bien que, évidemment, pour ce qui est, je dirais, du temps dans lequel il vit, il a une plus grande, je dirais, une plus grande satisfaction, je dirais, ou il a une plus grande proximité avec le régime monarchique. La question qui se pose donc à nous, bien sûr, oui, absolument, dans le dérèglement. Absolument. Et donc, évidemment, on peut se poser la question, dans les circonstances qui sont les nôtres aujourd'hui, de délitement du lien social, communautarisation, multiculturalisme, dans les conditions qui sont les nôtres aujourd'hui de déracinement de ceux-là même qui sont la population de souche. Eh bien, il est bien évident qu'un régime politique qui assurerait par sa continuité eh bien, un enracinement dans l'histoire et qui permettrait eh bien, de mettre le pouvoir politique, le maintien, je dirais, de la cohésion sociale au dehors, je dirais, des conflits d'intérêts, celui-là contribuerait très vraisemblablement, mais je suis très prudent, très vraisemblablement, évidemment, à la réalisation du bien commun, qui est à la fois le bien des partis et le bien de tous. Voilà ce que, dans un premier temps, en tout cas, je souhaitais dire. Merci. Alors, je vais faire la transition. Il me semble que l'essentiel de votre propos a été de déplacer la ligne de fracture entre les formes de gouvernement, ce qui était la grille que je vous avais proposée, de la déplacer entre les conceptions de la société, la conception au fond traditionnelle, organique, celle des sociétés traditionnelles, et la conception moderne, la conception individualiste. Ensuite, on pourrait s'interroger, vous l'avez fait en partie, on y reviendra peut-être, sur le lien, la parenté, le lien évident et nécessaire entre la démocratie, justement la démocratie moderne en tout cas. Effectivement, on peut parler de la démocratie grecque, de la démocratie antique, mais le lien entre la démocratie moderne et ce passage de la société traditionnelle, de la conception traditionnelle de la société à la conception moderne. Il y a un lien là qui est évident et qui permet de reposer tout de même sur le fond la question monarchie-démocratie. Indépendamment d'un contexte historique précis, mais effectivement c'était intéressant et nécessaire de montrer que la question du régime ne peut pas s'envisager en dehors d'une analyse plus globale des changements survenus dans les mentalités, dans la société, évidemment. Et je crois d'ailleurs que le lien sera très facile entre vos deux interventions, parce que pour en avoir un peu parlé avec Pierre-Yves tout à l'heure, je crois que lui aussi souhaite dépasser j'espère pas qu'il répondra à la question, mais il souhaite... J'ai fait un peu quand même. Oui, bien sûr. Ah bon. Mais je crois qu'il... Je ne me défie pas. Je crois qu'il remporte nos réponses. Tout à fait. Et moi, mes questions. Je crois qu'il souhaite dépasser, lui aussi, la question stricte des régimes, non pas en allant dans le passé poser cette distinction entre tradition et modernité, mais pour poser une nouvelle distinction entre la modernité, qui était celle du 19e et du 20e siècle, et notre post-modernité et les nouveaux défis qui sont posés aux politiques. Donc là aussi, indépendamment de la question du régime, nous entrons dans une ère nouvelle qui nécessite de penser sans doute le bien commun autrement. Je lui laisse la parole. Merci beaucoup de m'avoir invité dans cette auguste assemblée, parce que ça m'a énormément touché d'être invité ici. Comme il a été question avec notre camarade ici présent, j'aimerais éviter de jouer le républicain de service, si c'est possible, pour une question de minorité et de rapport de force évident.
et de sécurité personnelle sous ses comptes. Donc, moi, surtout que, objectivement, j'adhère à ce qui a été dit. Nous sommes dans l'an 1 de Macron, donc nous sommes dans le d'accordsisme. Donc, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. J'aimerais juste qu'on regarde, qu'on essaye de regarder ensemble, car au-delà des grandes querelles qui nous regardent, nous tous, parce que nous aimons notre pays, et ce sont des querelles brillantes, sur la démocratie, sur la monarchie, sur la République, mais déjà, si j'ai bien compris le propos d'un ouvrage récent du professeur Bonvivo, on mettrait déjà bien longtemps à définir la République, si on y parvenait. J'aimerais qu'on regarde les principales menaces qui pèsent sur la possibilité de redéfinir à un moment ou à un autre le bien commun, et qu'on en tire certaines conséquences sur, pas nécessairement le régime idéal ou le régime le plus optimum, pour reprendre un terme, disons, du très 19e, mais qu'on voit qu'est-ce qui ferait les traits les plus importants et les traits, disons, nécessaires, peut-être non suffisants, mais du moins nécessaires, d'un régime qui serve authentiquement le bien commun. Parce qu'il est évident qu'aujourd'hui, il faut être très courageux pour se lancer dans une défense de la partie du parlementarisme dans l'état dans lequel il est. Et je ne suis pas assez courageux pour le défendre. Je vous le dis franchement. Au terme, dans l'état actuel des recherches de mes équipes, nous travaillons avant tout sur 3 éléments qui font un régime politique et qui essayent de faire une société. L'état l'état du peuple, c'est-à-dire a-t-il conscience de lui-même, parce qu'avant tout, il ne faut pas l'oublier. Pour servir le bien commun, encore faut-il qu'il y ait un bien commun à partager, qu'il y ait une conscience de devoir trouver un bien commun. Or, quel est l'état profond de notre peuple? Nous, c'est l'un des objets de nos recherches théoriques. L'incarnation politique qui doit répondre à cette volonté ou cette non-volonté du peuple, c'est-à-dire que peut l'État, forme actuelle de l'incarnation, aujourd'hui. Et 3, quel médian entre un peuple et son État, c'est-à-dire quelle élite, parce que pour servir, il faut des serviteurs. Et aujourd'hui, les serviteurs manquent. Je pense que là-dessus, on sera tous d'accord. Ça me donne un plan un peu bateau, j'espère que vous m'en pardonnerez, mais qui peut nous permettre de faire un petit tour d'horizon. Premièrement, l'état de notre peuple, parce qu'un régime, quel qu'il soit, est avant tout défendu et perduré dans le cœur de ses citoyens ou de ses sujets. Aujourd'hui, nous avons, et d'ailleurs nous avons été d'un certain côté en face lors des dernières échéances, nous voyons la fragilité du libre arbitre. Nous voyons la facilité avec laquelle on peut faire marcher des millions de gens contre leurs intérêts profonds. Quelqu'un dont je vous recommande la lecture, même si c'est un intellectuel un peu complexe, mon ami Baptiste Rapin a beaucoup écrit sur le totalitarisme du management. C'est l'une des formes du nouveau pouvoir, de ce que certains ont appelé la modernité liquide, cette faculté de dominer sans contrainte, parce que justement la contrainte était la limite des régimes totalitaires précédents. Anne-Sophie Lapix est beaucoup plus dangereuse que n'importe quel général soviétique. Si. Et surtout parce qu'il n'y a plus d'éducation, je ne dirais même pas la liberté, on pourrait gloser sur le terme indéfiniment.
il n'y a plus d'éducation à la singularité des êtres. Et comment veut-on maintenir des institutions pérennes quand la constitution interne des individus est chancelante? C'est d'ailleurs là-dessus que nos adversaires jouent, et d'ailleurs jouent intelligemment par l'infinité des formes de domination que les sciences sociales leur ont données. Neuromanagement, communication contre la transmission, etc., etc. Avant tout, pour qu'un régime perdure, c'est cette colonne vertébrale-là sur laquelle je n'ai pas de réponse particulière à apporter, mais j'aimerais qu'au moins nous puissions nous interroger. Car notre peuple est en face de menaces définitives. Remplacement culturel, destruction de son intégrité territoriale, fin de sa transmission historique, cette fameuse montée de l'ignorance dont parle très bien quelqu'un comme Dimitri Gazelle. Mais qui va résister à ça? Objectivement, qui va y résister? C'est la problématique, l'éternelle problématique de Bernanos, refaire des hommes libres avant de faire un régime libre. C'est le premier point que je voulais voir avec vous. Le second, oui, la souveraineté doit retrouver un sens. Je suis entièrement d'accord. Le souverainisme abstrait, très peu pour moi. J'entends. Mais aujourd'hui, et c'est ça qui en réalité nous bloque, il y a un sens peut-être plus prégnant que jamais à la souveraineté, qui est avant la définition du bien commun, qui est le maintien de la survie et de l'unité collective. Mais ça, à l'ère de la démocratie d'opinion et de marché, c'est-à-dire la forme terminale de la déchéance démocratique, c'est indicible. Ou alors, là, il y a, disons, les systèmes de réprimande idéologique que le régime a créé, car le régime gouvernemental, mais se défend bien. Ceux qui devront gouverner à l'avenir, moi je suis avant tout un spécialiste en intelligence économique, un spécialiste en stratégie. J'aime définir mon métier comme le fait d'avoir des horloges dans la tête. Il y a plusieurs horloges qui, pour la France, malheureusement, ne manqueront pas de mal sonner. Démographique, énergétique. Et surtout, l'horloge de notre cohésion sociale qui aujourd'hui ne devient même plus un fait je dirais même plus un fait de sociologie, mais devient un fait de défense nationale. Car nous sommes dans un processus de fragmentation. Or, seuls les pouvoirs, j'emploierai pas le terme de fort pour pas faire plaisir à d'éventuels contradicteurs, mais seul un pouvoir délié, un pouvoir authentiquement libre, peut empêcher l'effondrement interne. Ce sont les États faibles qui appellent les guerres civiles. Et le seul moyen de conjurer ces horloges, c'est cette souveraineté qui, ensuite, on parlera de modèle de société, sans aucun problème. Mais il y a des urgences de l'heure, dont nos gouvernements ne sont pour en connaître un certain nombre, ne sont pas conscients, mais surtout s'interdisent de devoir y réfléchir. Parce que le système de démocratie d'opinion les bloquerait immédiatement. Pour un temps transitoire, la souveraineté prend ce visage de la survie collective. Ensuite, il faudra refaire société. Et il faut d'abord qu'il y ait quelque chose à sauver. Du moins, c'est ce qui ressort, c'est ce que mes camarades ont fait comme recherche théorique jusque-là. La souveraineté, c'est assez simple, pour ceux qui veulent
s'égorger sur ce mot-là. J'aimerais reprendre le mot de Vincent Grosso, économiste assez connu, qui était membre de la BCE et qui est aujourd'hui l'un des pires ennemis de l'eurocratie. Il y a appartenu. La souveraineté, l'homme souverain, c'est celui qui a le dernier mot. Je pense qu'on peut au moins tous s'entendre là-dessus. Et entre ce ressourcement de l'État, cette réaffectation de la souveraineté, qui au moins sera temporaire, je ne trancherai pas, parce que j'en suis bien incapable, la notion du régime qui devra venir après. Je ne suis absolument pas anti-monarchique, vous l'imaginez bien, sinon je ne serais pas là. Mais nul ne sait, vu les épreuves qui peuvent être les nôtres, nul ne sait ce que sera la France après. Donc tout le reste, c'est des plans sur la comète. Et entre cette souveraineté et la singularité du peuple qu'il nécessite de sauver, il y a un échelon intermédiaire qui est la redéfinition des élites, qui a toujours été un grand problème en France, car nous n'avons jamais su, disons, avoir une circulation des élites sans à-coups et sans certaines phases de brutalité plus ou moins nécessaires. Sauf d'ailleurs au summum de l'époque monarchique. Mais sous régime républicain, on ne sait pas faire. La République s'enquiste par nature et malheureusement appelle la violence non par volonté, mais par destination. Souvent. Pas toujours, mais souvent. Or aujourd'hui, nous sommes face à ce que Christopher Lasch appelait la révolte des élites. Il y a eu il n'y a pas longtemps un petit écrit qui a circulé énormément, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vu, qui était un tableau comparatif des élites occidentales qui arrivait à la conclusion que la plupart des grands dirigeants occidentaux n'ont pas d'enfants. Peut-être l'avez-vous vu. C'est assez frappant. À commencer d'ailleurs par notre actuel Macron Premier. Ou Hollande II. Ou Hollande II. Ou libéral et lièvre. Ou le... Merci. Aujourd'hui, nous sommes face, disons, je pense, au mauvais côté de l'antitotalitarisme des années 60-70. C'est-à-dire une part entière de l'élite qui a imaginé que tout régime politique et toute référence politique emmenait avec elle la contrainte. Et que donc la société pouvait vivre sans politique et que d'ailleurs c'était mieux. D'où cette obsession, par exemple, pour la start-up, pour l'autonomie, pour la fameuse société civile, dont on apprend d'ailleurs pour les candidats législatifs que pour la plupart étaient d'anciens conseillers de hiérarques socialistes précédents. Mais bon, c'est une société civile particulière. Mais cette vision totalement dépolitisée des rapports sociaux qui malheureusement appelle des petits matins grincheux et des matins qui déchantent. Car particulièrement une société aussi politique que la société française demande au contraire à être gouvernée. Il n'y a pas de recette miracle pour refaire une élite, malheureusement. Et ça va être une des grandes questions de l'avenir, particulièrement quand toutes les arguties de la communication institutionnelle, extraordinairement bien mise en place pour l'élection du petit prince, ce soit dit sans aucune référence à ce que peut être un vrai prince ou un vrai roi, quand toutes ces arguties, le jeunisme, la modernité, quand tout ça n'aura plus de sens et ça commence déjà à sonner creux, il faudra trouver des mots politiques pour éviter que le corps social s'enfonce dans un affrontement par ligne de force culturelle et sociale. C'est ça le portrait en creux que je voulais faire du régime le plus, disons, le plus apte pour la France aujourd'hui. Un régime souverain, un régime qui respecte
la notion d'élite, et là je citerai quelqu'un qui je pense a été un des habitués de cette assemblée, qui est un de mes amis proches, Jean-Pierre Brancourt. L'élite, c'est la direction des autres jusqu'à l'esprit d'abnégation qui mène à l'esprit de sacrifice. Et enfin, un peuple conscient de sa singularité et qui n'est pas dans l'illusion libérale d'un libre arbitre, qui n'est rien de plus que la pâte manipulable et malléable de puissance plus forte que l'individu absolu. Pour être totalement, par contre, concret, voire à ras des pâquerettes, et je m'en excuse, sur l'état actuel de notre décadence institutionnelle, je pense qu'à tout prendre, parce que il n'y aura pas de transition vers un nouveau type de régime tout de suite, vous le savez comme moi. Je ne dis pas qu'une nouvelle forme de monarchie ne peut pas venir, et je ne dis même pas que je ne la souhaiterais pas, peut-être bien au contraire. Je dis qu'à l'instant T, ce n'est pas prêt. Alors, qu'est-ce que nous, qui aimons notre pays, au-delà de tout ce qui nous différencie, qu'est-ce que nous pouvons proposer ? Eh bien, je vous dirais, d'un certain côté, de radicaliser le seul régime républicain qui a sauvé, qui a au moins compris, à défaut de l'avoir sauvé, le principe monarchique et la Ve République. Sur 2 points essentiels. La lutte contre la partitocratie, parce qu'aujourd'hui, le retour en force des apparentements par M. Macron est une menace, disons, du parti unique, de la technocratie optimiste, pour reprendre un terme qui, je crois, est de Marcel Gauchet, les technocrates optimistes. Les pires. Parce que débarrassé de tout sentiment de tragique et persuadé que le corps social est un champ d'expérimentation. La lutte contre la partitocratie et l'appel au peuple. Référendum d'initiative civique, peut-être même domaine réservé du référendum, qui sait. Il y a des tas de pistes à trouver. Mais je pense qu'aujourd'hui, plus peut-être d'un côté, Macron malheureusement c'est ça, plus que tout il faut lutter contre la volonté que le désespoir insuffle dans une partie de notre peuple de s'adapter au pire. Et c'est pour ça que le seul mot d'ordre d'un régime nouveau sur lequel nous devons au moins nous interroger, c'est comme disait Bernanos, de refaire des hommes libres. Merci beaucoup. Je crois que nous avons épuisé le temps dont nous disposions. Je vais quand même essayer de faire une petite conclusion. D'abord, je vais essayer de répondre un petit peu sur la Ve République. Il est évident qu'à nos yeux, et le diagnostic que tu as posé d'ailleurs va dans ce sens, tu as parlé de modernité liquide, de fin de la transmission historique et de... Alors là, c'est plus une citation, mais ça résume un peu ton propos de départ, de dilution finale de la communauté politique elle-même. Alors, à nos yeux, face à de tels effets, face à un tel diagnostic, c'est un véritable saut que nous sommes appelés. Donc, à mes yeux, à nos yeux, je parle au nom de mes camarades également, essayer de maintenir ce qu'il y a de bon dans l'existant ne peut pas suffire. Et je pense, et je crois que vos deux exposés d'ailleurs vont dans ce sens, vous nous invitez finalement, en déplaçant la question du débat entre la forme des institutions, donc en déplaçant cette question vers la question de l'évolution des sociétés et d'évolution de la civilisation, à repenser peut-être notre proposition monarchique elle-même. C'est-à-dire que la proposition maurassienne est une proposition politique, presque, pourrait-on dire, technique,
Maurras montre l'efficience politique de la monarchie dans un contexte où la société est encore traditionnelle par certains aspects. C'est ce qu'il appelle le pays réel. Aujourd'hui, sans doute que le ressort d'une présentation de la solution monarchique serait plutôt du côté de la légitimité. Pour répondre à cette fameuse dilution de la communauté politique, pour répondre à cette fin de la transmission historique. Le recours au prince sera un recours à la légitimité, à la puissance propre de la légitimité, et pas seulement un discours politique sur les vertus d'un régime par rapport à un autre. Je pense à un texte que je fais souvent avec mes élèves, que vous connaissez sans doute, qui est le débat dans Cinna de Corneille entre Cinna et Maxime devant Auguste pour savoir quel est le meilleur des régimes, entre le consulat, la République donc, et la monarchie, l'Empire. Et on a des arguments qui sont des arguments politiques, philosophiques, tout à fait classiques, qui sont toujours valables, on peut toujours les considérer, mais il faut aujourd'hui, et c'est bien ce que tu as suggéré, il faut répondre à d'autres défis que cette simple question de l'efficience et du meilleur régime relatif. Il faut vraiment, face au phénomène que nous affrontons, aller peut-être considérer la monarchie dans ce qu'elle incarne le mieux, c'est-à-dire cette continuité historique qui pourrait permettre de redonner à la communauté nationale, à la communauté politique, une conscience d'elle-même, finalement. Alors j'espère que tout à l'heure, on aura des questions en ce sens pour Monseigneur, pour le Prince, parce que c'est sans doute lui qui sera le mieux placé pour y